Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Togo en marche. Dans le monde, 2,1 milliards de personnes sont contraintes de prendre de l'eau polluée. 80% des eaux sont déversées dans la nature sans aucun traitement. Conséquence, la santé de plus de 4,5 milliards d'individus est en péril. Je crois que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis. Le sujet fait partie des priorités de l'exécutif togolais. Rendre cette denrée précieuse et disponible sur l'ensemble du territoire national, tout le défi est là. D'ici à 2025, le gouvernement table sur une couverture nationale de 85%. L'accès universel à l'eau potable, quelle alors la situation au Togo? C'est aussi sur ce plateau avec les spécialistes de la question pour en parler justement ici. Je suis avec juste à ma droite Monsieur Tchabouré il est le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'hydraulique. Et à l'extrême droite, nous avons M. Ludovic Koubonou, il est le chargé de la planification, études et travaux à la SPO, Société Patrimoine et Assainissement. Il est également le conseil technique de cette direction. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, juste à ma gauche ici, nous avons M. Émile Apelete Atigakou, il est le directeur exécutif de PADI, entendez, pionnier en action pour le développement intégré à l'environnement. Il en est le directeur exécutif, également président de la CCEABT, Conseil de concertation pour l'eau et assainissement de base au Togo. Bonsoir M. Atigakou. Bonsoir M. Pierre. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup. Et à l'extrême gauche, nous avons Madame Kossiwa Chipwaka, elle est ingénieure hydraulique, DG de African Rural Water Pro. Bonsoir Madame. Bonsoir. J'espère que j'ai bien dit mon anglais. Hein? Oui, oui. Alors, African Rural Water Pro, what does it mean? Qu'est-ce que c'est? C'est un bureau d'études qui est spécialisé sur les questions de l'eau et de l'assainissement et qui travaille au Togo et dans la sous-région. Donc, c'est mettre ensemble des professionnels sur les questions de l'eau en milieu urbain, semi-urbain, rural. Et tout à l'heure, nous aurons à parler justement de l'accès à l'eau potable dans le milieu urbain, semi-urbain, dans le milieu rural également. Vous avez eu à mener des études et vous nous direz concrètement quel est l'état des lieux aujourd'hui dans notre pays. Merci pour l'invitation. Voilà, Monsieur Atigakou, ça fait, on va dire, quelques jours. Ouais. Vous étiez au Kenya, c'était au Kenya, pour le Conseil des maires. Vous avez parlé de l'accès à l'eau potable. Qu'en était-il exactement ce rendez-vous? Ok, effectivement, toute la semaine passée, nous faisions partie de la délégation togolaise qui était à Kisumu, au Kenya, dans le cadre du sommet Africité qui a réuni toutes les collectivités locales d'Afrique. Et effectivement, la question de l'eau, tout comme les autres sujets de développement local, ont été débattus parce que l'eau fait quand même partie des priorités, des compétences au niveau local. Et il était justement question de voir comment mobiliser les ressources pour que les collectivités locales puissent véritablement jouer leur rôle en matière d'accès à l'eau potable aux populations, surtout vulnérables. Au Togo, est-ce que les populations dans leur ensemble, dans la majorité, ont accès à cette denrée précieuse? D'entrée de jeu, je dirais que même si les efforts sont faits aujourd'hui aussi bien par l'État, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, beaucoup de choses restent encore à faire pour qu'on puisse aller vers l'accès universel tel que souhaité par le gouvernement. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Achim Tchabouré, je suis arrivé finalement, secrétaire général du ministère de l'hydraulique. Comment se porte aujourd'hui le secteur de l'eau au Togo? Merci beaucoup, Monsieur Pierre Soussoupo, pour cette occasion que vous nous donnez de parler de l'accès à l'eau potable au Togo et de l'assainissement. Vous savez, quand on évoque le sujet de l'eau, c'est toujours passionnant d'en parler. Avant de revenir sur votre question, si vous permettez que je puisse un peu situer la problématique de façon générale aujourd'hui.
On aura le temps. Nous voulons juste nous faire une idée de comment se porte le secteur. Si vous voulez très rapidement, on se laisse souvent abuser par les tonalités bleues qui dominent les cartes du monde. Mais ce que nous ignorons, ou bien ce que parfois nous oublions, c'est que 97,5% de cette eau-là aujourd'hui est constituée de l'eau de mer et des océans, donc l'eau salée, difficile à mobiliser. Il ne nous reste que 2,5% que nous pouvons considérer comme de l'eau potable. Mais sur les 2,5%, 2% sont bloqués dans les calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland. Nous n'avons que 0,5% que nous pouvons considérer aujourd'hui comme de l'eau facilement mobilisable. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, malheureusement, ces 0,5% deviennent de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que la population augmente. Elles deviennent de plus en plus éloignées. En plus, aujourd'hui, elles deviennent de plus en plus sales. Et tout ceci fait que l'eau potable devient de plus en plus chère. Au Togo, nous avons relativement de l'eau. Si nous prenons les ressources en eau renouvelables, nous disons que nous avons 19 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables par an, répartis sur nos 3 grands bassins versants, le bassin de l'Oti, qui se trouve au nord-ouest du pays, de la chaîne montagneuse. Vous avez les 2 autres bassins, le bassin du Mono et le bassin du lac Togo, qui se trouvent au sud-est du Togo. Donc, ces 3 bassins-là, ruissellent, renouvellent 10 milliards de mètres cubes d'eau. Le sous-sol, nos eaux souterraines, nous renouvellent chaque année 9 milliards de mètres cubes d'eau. Oui, mais est-ce que cette ressource-là est-elle aujourd'hui accessible à tout le monde? Voilà. C'est la question fondamentalement. Donc, avant peut-être que je puisse donner une précision où nous en sommes, il faut que nous puissions quand même avoir une référence. Je prends par exemple l'année 2007. Le taux d'accès à l'eau potable était de 29% sur toute l'étendue du territoire, pour les 6 millions d'âmes que nous sommes. 21% en milieu rural, 24% en milieu semi-urbain et 39% en milieu urbain. Aujourd'hui, le milieu rural couvre 69% du taux d'accès à l'eau potable. Le milieu semi-urbain, nous sommes à 53% et le milieu urbain, on est aujourd'hui à 62%. La moyenne, nous sommes à 61%. 61%. Comme il a dit, nous avons encore vraiment un chemin à faire, mais vraiment les plus hautes autorités ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On va conclure que le taux de décès aujourd'hui en eau potable au Togo en 2022 tourne autour de 61%. Et justement, nous avons eu cette possibilité de descendre sur le terrain, aller constater de visu tout ce qui est fait dans ce domaine pour pouvoir rendre cette denrée disponible au niveau des populations. Merci. Voici les images par une prière pour que l'eau jaillisse des entrailles de la terre. Jeunes et adultes, chacun implore les mannes des ancêtres. Cette énième tentative ne doit pas être encore vaine. L'accès à l'eau potable dans cette partie des plateaux, un parcours de combattants. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les habitants de Bouré. L'annonce de l'arrivée des foreurs sonne tel un espoir. Le site du forage est apprêté. La première tentative commence. Des dizaines de mètres de profondeur déjà creusés, mais l'essai n'est pas concluant. Le problème est récurrent dans la région. Le projet Santé des enfants et communauté, eau, hygiène et assainissement veut relever le défi. Au cours de la 3e phase du projet, nous avons fait 10 mini-adductions d'eau potable. Et sur les 10, nous avons constaté que 5 ont un problème de débit. C'est vrai que nous avons 5 mètres cubes, mais c'était insuffisant pour alimenter les populations en eau potable. Donc le bailleur a décidé de faire de nouveaux forages en vue de remédier à la situation dans ces communautés. Bouré, où nous sommes aujourd'hui, fait partie du projet pilote sur lequel nous avons utilisé un forage de moins d'1 mètre cube
pour alimenter à l'eau potable la population. Alimenter en eau potable l'ensemble du territoire, tout le défi est là. Le gouvernement table sur la couverture universelle à l'horizon 2030. Des chantiers vont être lancés dans ce sens. À 30 km, un peu plus à l'ouest des plateaux, Sodo. Bien que le canton dispose d'eau, trouver de l'eau potable reste un luxe dans certaines parties de la localité. Nous avons déjà de l'eau qui sort des robinets. Si vous circulez dans presque toutes les maisons, il y a un robinet. Donc, sauf que l'eau qui sort des robinets, c'est de l'eau qui n'est pas potable. C'est ça le problème. Il y a un système qui existe déjà, un système qui distribue l'eau dans les ménages. C'est ce système-là qu'on est en train de réhabiliter maintenant. Et la solution, la voici. Un ouvrage qui va bientôt mettre fin aux difficultés quotidiennes des habitants. Là maintenant, nous sommes en train de réaliser les travaux sur le site du barrage pour pouvoir venir à bout de ce que nous prenons actuellement et dans le village vient de la rivière au fond. L'eau va arriver de cette rivière, il y a un captage là-bas, l'eau arrive et elle sera stockée dans le dispositif qu'on est en train de construire et ensuite à partir de là, l'eau va être distribuée dans les ménages. De l'eau potable dans les ménages avec un débit beaucoup plus amélioré, les populations dans les savanes en disposent de plus en plus. Les projets d'urgence lancés dans la région est un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. La direction régionale de l'eau nous édifie sur les réalisations faites sur le terrain. Nous allons tout à l'heure dans la zone de Kondouaré où nous allons visiter une dizaine d'ouvrages réalisés dans le cadre du projet d'urgence récemment lancé par le gouvernement. Dans le cadre de ce projet, le ministère, grâce à sa brigade mobile, a pu à ce jour réaliser autour de 87 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les communautés et sur les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifiées, et dans les bases militaires. Mais ces forages équipés de pompes à motricité humaine, c'est provisoire parce que la vision du secteur est de remplacer rapidement ces PMH par des forages, des pompes photovoltaïques et alimentées par l'énergie solaire. Premier arrêt, Nagbeni dans le Pendjal, à plus de 60 km de la ville de Dapaon. Comment vous allez? Ça va bien. Actuellement, le forage marche bien. Le pompage est bon. Le château est toujours plein. Ça veut dire que l'eau coule abondamment au niveau des monts. Nous avons installé un système de pompage qui refoule l'eau dans un château de 50 mètres cubes d'eau. Et à partir de ce château, on a pu alimenter tout le village de Nagbeni sur environ près de 12 bonnes fontaines. Et à partir de ces 12 bonnes fontaines, complètement qui quadrillent tout le village, les populations s'approvisionnent facilement. Au-delà des bonnes fontaines, nous avons des abonnés privés. On sent vraiment de l'engouement autour donc, de l'ouvrage. Parmi ce groupe d'hommes venus à la rencontre du visiteur, il y a ceux qui font partie de l'OCEPA, Association des usagers et des services de l'eau potable. La direction improvise une réunion de circonstances pour s'enquérir de l'état de fonctionnement des infrastructures. Chaque matin, on tourne sur les BF pour voir comment les BF travaillent. On regarde les fontainiers s'ils font leur travail. Après une semaine, on circule et on collecte les fonds qu'ils ont reçus un peu, qui peut nous servir pour arranger et faire les petits problèmes et ce qui est gâté un peu. Donc c'est ce qui est notre travail. Et chaque fin du mois, on s'assied ensemble au bureau, on regarde ce qui s'est passé comme problème de gauche à droite, ce qui est gâté, comment on peut réparer cela. Une manière de veiller sur la bonne santé des ouvrages. En peu de temps, la région des Savanes a bénéficié de beaucoup de projets pour l'accès durable à l'eau potable.
le taux de couverture est estimé entre 60 et 67%. La situation dans la région est totalement connue. Et la vision, c'est de réaliser au moins un forage pour chacune de ces localités. La plupart des villages sillonnés abandonnent les puits au profit des bonnes fontaines et pompes à motricité humaine. Nous sommes fiers de l'arrivée de l'eau potable dans notre communauté. Avant, on allait au loin pour chercher l'eau, souvent dans les puits, souvent des recueils d'eau. Mais actuellement, nous n'avons plus cette souffrance comme avant. Et nous sommes épargnés de beaucoup de maladies. On ne va plus tellement à l'hôpital comme il le faut avant. Comme quoi, là où coule l'eau, resplendit la vie. Il faut donc la rendre disponible, cette denrée précieuse, dans toutes les concessions. En tout cas, c'est un engagement du gouvernement. Un engagement qui se concrétise à travers projets et programmes. À Kara, la phase 2 du projet eau et assainissement permet de renforcer la production et la distribution d'eau dans la région. On a commencé le projet depuis 2015 et aujourd'hui nous sommes en pleine phase d'exécution. Et à Kara principalement, le projet va d'abord réhabiliter la prise d'eau au niveau du barrage et ensuite va construire une seconde unité de traitement d'eau potable. Aujourd'hui, pour la ville de Kara, on est autour de 60% en taux de desserte. Mais pour les autres villes telles que Niamtougou, Pagoуда, on est au-delà de 60%. L'apport de ce projet permettra de couvrir ces besoins qui restent. Et au-delà de ça, il y a des villes, la périphérie de la ville, vers le sud, en venant de Bafilo, où on va aussi faire un projet qui est à l'étude actuellement, qui va prendre l'eau des montagnes de Koumondé pour drainer vers la ville de Kara. Là, on aura un impact de 10 000 m3 sur la production. Environ 12 milliards vont être nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. En attendant, les travaux d'extension du réseau se poursuivent. Ils prennent en compte les chefs-lieux et les autres préfectures de la région. Dans la centrale, les anciennes installées sont en cours de réhabilitation. De nouveaux chantiers d'infrastructures hydrauliques voient le jour. Avant, l'eau coulait dans la rivière d'apport avant d'aller sur l'autre barrage. Mais actuellement, nous avons mis les conduites. Bon, ces conduites permettront quand même d'avoir une eau propre depuis le barrage jusqu'à la station de traitement. Voilà aussi un autre avantage que nous avons actuellement. Et voici la station de traitement en question. La conduite de transfert qu'on a vue au niveau du barrage, qui démarre au niveau du barrage, est une conduite de transfert PHD 400 qui ramène directement l'eau du barrage jusqu'au niveau de l'UTEP. Et comme vous l'avez constaté déjà, actuellement il y a 2 décanteurs qui sont en cours de réhabilitation et il est question de traiter l'étanchéité intérieure de ces décanteurs-là. Une fois fini, maintenant on va renvoyer l'eau en amont au niveau de la cascade qui ensuite va passer par des filtres et atterrir au niveau du réservoir d'eau de lavage d'une capacité de 45 m3. Ensuite, après traitement, ça passe directement au niveau du réservoir d'eau traitée qui a une capacité de stockage de plus de 300 m3 avant de renvoyer directement la totalité de l'eau au niveau de la ville de Sokodé. Pour que tous les ménages soient atteints, ce nouveau château reste un grand atout. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des difficultés dans la distribution eu égard au positionnement des ménages dans les différents points de la ville de Sokodé. Mais ce site étant le point le plus élevé, nous espérons qu'à la fin de ces travaux, lorsque le château sera lancé, nous allons atteindre tous les ménages et desservir en quantité et en qualité suffisante la population de Sokodé. Les localités déjà desservies, comme ici à Yélivo, ne cachent pas leur bonheur.
quand surtout ce point d'eau devient un instrument de cohésion sociale. La vie se transforme là où coule l'eau. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 priorise les ambitions en matière de desserte en eau potable. 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain, 75% en milieu urbain. Soit 85% de couverture au niveau national. Pour y parvenir, des investissements dans les techniques modernes sont explorés, comme c'est le cas sur le chantier d'Agou dans les plateaux. Les travaux consistent à mobiliser l'eau de surface sur la rivière Zio, à la traiter à 1 km après la rivière et à envoyer l'eau traitée dans 2 réservoirs réalisés dans la ville d'Agou. Voilà, donc ici nous sommes à Kati, sur la station de captage au niveau de la rivière Zio. Donc là, ils sont en train de poser les conduites pour le captage de l'eau. Après la pose des conduites, il y aura un réservoir qui va être construit dans ce trou-là. Et c'est dans ce réservoir que les pompes seront logées pour pouvoir pomper l'eau jusqu'à la station de traitement. Ils vont poser des conduites dans tous les quartiers de la ville d'Agou pour desservir toute la population de la ville d'Agou. Pour la ville de Blita, là c'est des forages à gros débit qui vont être réalisés pour alimenter, disons, 3 réservoirs. Donc là aussi, il y aura 20 km de conduites qui seront posées pour la ville de Blita pour desservir toute la population jusqu'à l'horizon 2045. À le voir, l'accès à l'eau potable est en forte progression au Togo. De 25% en 2015, le taux de desserte tourne autour de 70% au niveau national en 2019. Dans la maritime, le secteur connaît un coup d'accélérateur pour satisfaire les besoins dans les zones difficiles. Nous produisons en moyenne 2000 mètres cubes au jour. Mais le besoin à court terme de cette même population est estimé à 2800 mètres cubes au jour. Vous voyez que nous avons un déficit de 800 mètres cubes au jour. Et c'est ce déficit qui est surtout à la base du manque d'eau, du problème d'eau que nous rencontrons dans la ville de Thiévié. Donc nous sommes en charge de la réalisation des travaux de la ville de Thiévié et nos travaux consistent à la construction d'un château d'eau de 700 mètres cubes, de la réhabilitation de l'ancien château de 1000 mètres cubes par le renouvellement de son étanchéité. En plus de ça, on a la réalisation de 2 forages, un de 50 mètres cubes et un autre de 150 mètres cubes de débit. Et en plus de la rénovation de l'UTEP, c'est-à-dire l'unité de traitement des eaux potables. De l'eau potable et saine, la ville de Lomé fait partie des grands consommateurs de cette ressource importante. Mais seulement, la ville s'agrandit et les besoins en eau avec. Des projets d'envergure sont lancés ça et là pour la cause. Les localités périurbaines sont aussi dans le viseur. Nous sommes ici sur la base vie de Logoté qui abrite le château d'eau de 1300 mètres cubes. Nous avons le site d'Atiégou qui abrite le château d'eau de 400 mètres cubes, le site de Zosimé de 200 mètres cubes, le site de Alenka 100 mètres cubes et le site de Danguesito 50 mètres cubes. Notre entreprise a pour mission de construire ces châteaux d'eau, d'équiper les forages qui étaient produits sur le projet Purise et d'alimenter ces châteaux, de les connecter avec les anciens ouvrages hydrauliques
qu'exploitait déjà la TDE sous le patrimoine de la SPO. Nous avons ici le château d'eau de 1300 m3 qui va être lui-même connecté à d'autres châteaux d'eau, le château d'eau de Lankouvi et le château d'eau de Zanguera. Et ça va desservir les localités ici, Sagbado, Logoté, jusqu'à Lankouvi. Ça va renforcer l'ancien réseau de la TDE qui va être versé jusqu'à Djidogomé, etc. Le château d'eau de baie d'une capacité de 3000 m3 est rénové et mis en service pour répondre de façon durable à la demande. Donc au niveau du baie château, nous avons déjà le réservoir existant de 3000 m3. Les travaux ont consisté à la réalisation d'un forage à gros débit qui nous donne un débit moyen de 150 m3. Ça nous a permis d'améliorer la desserte, puisque depuis longtemps, nous avons eu des problèmes de manque d'eau au niveau de ce secteur de baie à Vépozo en allant. Et quand nous prenons le site de Boka, au niveau de Boka, les travaux ont consisté à la réalisation d'un nouveau forage, également à gros débit, qui nous donne un débit moyen de 120 m3/h, et avec la réalisation d'un réservoir modulaire de 500 m3. Là également, c'est un secteur qui a été ciblé parce que nous vivons, ça dit que des périodes de pénurie d'eau au niveau des quartiers Nikonakwe et Kodjo-Biakofé. À ce jour également, ce système est mis en marche et ça a permis d'améliorer la desserte au niveau du secteur. La desserte, oui, mais pas seulement. Il faut aussi et surtout assurer la qualité de l'eau. Au centre de production d'eau de Kakaveli, un laboratoire est construit à cet effet. Le laboratoire, c'est un joyau vraiment très important qui entre dans la qualité de l'eau qui est distribuée à la population, parce que le contrôle de la qualité est un aspect vraiment capital pour le service public d'eau potable. Et donc, à partir de ce laboratoire, la TDE sera vraiment en mesure de faire toutes les analyses possibles pour que l'eau de qualité soit vraiment donnée à la population. Il ne suffit pas seulement de produire et de distribuer, il faut que l'eau distribuée donne la santé aux consommateurs. L'eau de qualité à l'ensemble de la population, mais pas de n'importe quelle manière. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise veut expérimenter ce qu'il convient d'appeler la délégation de services publics en eau. Lors de ses vœux au gouvernement le 6 janvier 2021, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure et son Nyassingbe, l'a encore réitéré, je le cite. Plus important, c'est donner l'eau, l'électricité et les pistes aux populations. L'accès à l'eau potable n'est pas seulement une question d'infrastructure. C'est un ensemble de solutions qu'il faut apporter depuis la recherche de la ressource jusqu'à sa mise à disposition aux usagers, en passant par la gestion durable de la ressource elle-même et des ouvrages. Dans la commune Zio 2, la dynamique est enclenchée. Le processus est en marche. Le défi pour le ministère, c'est d'arriver à la délégation du service à des opérateurs privés pour éviter que l'État soit à la même institution qui installe, qui fait les investissements et qui soit encore appelé à faire les réhabilitations, à faire les maintenances parce que les OSEPA n'ont pas toutes les capacités organisationnelles et économiques pour assurer cette maintenance. Donc là, essentiellement, après la signature, nous avons démarré avec les études. Une étude technique pour savoir l'existant, pour avoir une connaissance approfondie de l'existant. Savoir quel est l'état du patrimoine, où sont passés le réseau, qui sont les abonnés sur le réseau. L'autre étude aussi importante, c'est d'avoir la confirmation de la demande sociale. Jusqu'ici, la gestion de l'eau est assurée par l'OSEPA, Association des usagers des services d'eau potable et assainissement. Tous les jours, pratiquement, il faut contrôler les activités sur le réseau. S'il y a une panne, il y a une pièce à
changer sur un BF, il faut intervenir via les plombiers, les agents de la maintenance. Tu les appelles, ils viennent, ils font leur réparation. Et il y a les stations de pompage. S'il y a une panne là-bas, il faut intervenir. La gestion financière est aussi coordonnée par la trésorerie et le collecteur. Donc c'est comme ça on évolue tous les jours pratiquement. Et à la fin du mois, il faut un état. Un modèle qui a montré ses limites. Présentement, il y a les tuyaux qui sont pratiquement en surface. Quand il y a les travaux d'aménagement de la voie, et forcément, il y a les casses. Il y a la sûreté aussi. La sûreté qui nous coûte extrêmement cher. On est facturé de façon industrielle. Il y a aussi les moyens de déplacement. S'il y a une casse par exemple à pratiquement 2 km, comment intervenir sur la vanne qui est à 2 km? Les premiers responsables de la commune Ziot 2 espèrent de profonds changements quant à la gestion et la pérennité de l'eau. Cette délégation dans le domaine de l'eau va permettre d'améliorer un peu le service qui est donné jusqu'alors. Avec le projet, cette entité sera changée par un opérateur beaucoup plus formel qui a à même de pouvoir faire des investissements sur le réseau, pouvoir avoir des facilités de prêt et puis améliorer un peu le service de l'eau tel qu'il est donné jusqu'à ce jour. Tout cela pour limiter le stress hydrique et pour que chaque Togolais, où qu'il vit, puisse se désaltérer sainement. Et voilà, nous voici de retour sur ce plateau après ce voyage à l'intérieur du pays où nous avons touché du doigt la réalité du terrain. J'ai envie de vous demander, Monsieur Émile Apelete Achigakou, vous qui êtes président du Conseil de concertation pour l'eau et assainissement de base au Togo, est-ce qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a un progrès notable en matière de cette politique d'accès à l'eau potable, si je peux me répéter, au Togo, puisque de 21% en 2007, on tourne aujourd'hui autour de 69%. Ok. Merci beaucoup, Pierre. D'abord, félicitations à votre équipe pour ce tour du Togo. Et personnellement, je me suis retrouvé dans beaucoup d'éléments. J'ai même vu certains membres du CCABT qui ont fait des témoignages sur les actions sur le terrain. Comme nous l'avons constaté, il faut quand même dire que, comme l'a aussi soulevé le SIG, rien que quand on prend les données statistiques des années antérieures et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une amélioration. Une amélioration qui n'empêche quand même pas les différents acteurs de continuer le combat, parce que si on veut arriver à 85% ou à 100% d'ici 2030, il faut dire que beaucoup de choses restent encore à faire. Mais des fois c'est humain. Quand aujourd'hui tout le monde n'a pas accès à l'eau potable à la maison, on a cette tendance à penser que rien n'est fait. Il faut être proche pour savoir tous ces chantiers qui sont lancés, les études qui sont en cours ou encore les réflexions qui sont en cours. Il faut quand même reconnaître que beaucoup de choses sont en train d'être faites dans le domaine. Alors, Madame Tchepouaka, c'est quoi aujourd'hui avoir accès à l'eau potable? Est-ce quitter l'usage des puits pour en venir à celui des robinets, des pompes à motricité humaine? Qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, avoir accès à l'eau potable aujourd'hui, c'est plusieurs niveaux. D'abord, avoir la possibilité d'avoir de l'eau potable. Ça, c'est le premier niveau qui permet que la personne puisse avoir un point où aller trouver de l'eau potable. Après, il y a la question de la proximité. Parce que si, par exemple, le point où il faut avoir l'eau potable, je trouve ce point-là à 5 km de chez moi, je n'ai pas le même confort que celui qui ouvre le robinet dans sa maison
pour avoir directement de l'eau. Donc il y a ces différentes étapes d'accès à l'eau qui qualifient un peu le service que l'on fournit à la personne en termes d'accès à l'eau. Donc au Togo, différentes zones, différents milieux, l'accès se déploie sur ces 3 niveaux-là en termes de bonnes fontaines, où c'est un point public où tout le monde vient chercher de l'eau, ou à un branchement privé dans la maison. Donc quitter le puits, c'est surtout parce que cette eau est là, mais elle n'est pas potable. Un puits ouvert où il y a des choses qui tombent dedans, etc., on n'a pas la qualité de l'eau. Donc arriver à un niveau où l'eau est déjà de bonne qualité, c'est déjà quelque chose qui est important pour les communautés. Donc si je comprends bien, l'accès à l'eau aujourd'hui, cela doit-il se mériter ou doit-il simplement être considéré comme un droit? L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain. C'est reconnu comme tel, c'est un droit. Maintenant, pouvoir rendre ce droit effectif pour chacun des Togolais, c'est là où l'effort est en train d'être fait. Et aujourd'hui, l'ambition était en 2022 d'arriver à 68%, nous sommes à 61% en allant. Donc, il y a cet effort qui est fait, mais ça veut dire quand même que sur 10 personnes au Togo, il y a un peu plus de 3 personnes qui n'ont pas cette ressource-là. Donc, c'est là où l'effort se fait et donc on le reconnaît comme un droit, mais il y a toujours quelque chose à faire pour arriver à ces 10 personnes sur 10 qui ont accès à l'eau en tout temps, de bonne qualité et à coût abordable. Monsieur le secrétaire général, vous aviez planté le décor au départ, mais de façon précise, comment est-ce que cette eau-là est apportée aux populations? Comment est-ce qu'ils ont accès, elles ont accès à cela? Merci encore une fois, monsieur Sosokwa. Comme ma soeur l'a dit, l'accès à l'eau potable, elle a tout résumé. C'est la distance que l'on parcourt avant de trouver le point d'eau. Et pour nous, au Togo, en milieu rural, on ne doit pas dépasser les 500 mètres avant de trouver un point d'eau. Il y a aussi la notion de la qualité, elle a dit. Quand tu as accès et que la qualité n'est pas bonne, tu n'as pas véritablement accès à l'eau potable. Il y a la notion aussi de la quantité. En milieu rural, nous définissons qu'il faut au minimum par jour 20 litres pour une personne. Alors si vous n'avez pas 20 litres par jour, si vous parcourez plus de 500 mètres pour trouver de l'eau, nous considérons que vraiment vous n'avez pas accès à l'eau potable. Donc, en milieu urbain, bon, je vais peut-être laisser, peut-être M. Koubanou va revenir là-dessus. Lorsque quelqu'un peut être desservi sans avoir accès, le réseau passe, mais la personne n'est pas branchée. Expliquez-vous. Voilà. La décette à nous, c'est que les conduites sont passées dans le quartier, ça passe devant sa maison, mais la personne n'a pas pu se brancher. Elle n'a pas accès. Donc c'est pour ça que depuis un certain temps, sous le leadership des plus hautes autorités, nous avons essayé de ramener, grâce à la période de la pandémie, le coût du branchement de l'eau à 25 000 francs. Et ça a permis de booster le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural. C'est ce qui est appliqué jusqu'aujourd'hui. Ce qui est 25 francs pour 2 bidons, je crois. Non, 25 francs le bidon quand les gens vont vers les bonnes fontaines pour acheter. Mais pour pouvoir se brancher, c'est 25 000. Pendant la période de Covid. Exactement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment 25 000, c'est toujours 75 000 francs. Mais vous avez la possibilité de payer ça sur un échéancier. Et ça, nous avons compris que le coût du branchement était également un frein à l'accès à l'eau potable en milieu urbain. Et comment est-ce que vous remédiez à cela? C'est le fait de... Puisque le coût est toujours maintenu, sauf qu'on permet aux gens de payer par échéance. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas une solution définitive, mais c'est que ça nous a permis de nous rendre véritablement compte qu'il faut quand même le minimum pour pouvoir payer le branchement de la TDE. Nous nous sommes rendus compte que pendant la période de Covid, quand le chef de l'État a décidé de ramener le coût de branchement à 25 000, la TDE qui avait l'habitude de brancher par an 5 000 personnes, 5 000 demandes, en moins d'un an, c'est parti à 55 000 demandes. Ils ont reçu près de 55 000 demandes. Et c'est ça qui a permis de booster véritablement la décette en eau en milieu urbain. Et nous pensons que nous nous sommes lancés sur cette base. On permet
à tout individu où le réseau passe, le réseau de la TDE passe, de pouvoir, même si elle a 25 000 francs, qu'elle puisse avoir de l'eau et commencer à payer à petit coup. Est-ce que cette manière-là, est-ce que c'est réservé à tous les Togolais, puisque c'est question de bourse finalement, M. Koubon? Merci M. Sousoubo. À la suite de ce qu'a dit le SG, l'accès, c'est d'avoir les infrastructures d'eau potable dans votre quartier qui passent devant votre maison. Avoir véritablement accès, c'est de pouvoir ouvrir votre robinet et avoir de l'eau potable. Donc un des freins à l'accès à l'eau potable aussi, c'est le coût du branchement. Comme vous le savez, tout ce qu'on vous a montré dans le reportage en termes de réalisation d'infrastructures coûte. Ça a un coût. Et le branchement qu'on fait à 25 000 en réalité est au-delà de 100 000 francs. La T2 l'avait rabaissé à 75 000 pour avoir plus de clients. Et le Covid aidant le gouvernement l'a ramené à 25 000. Et tout ça, c'est une batterie de mesures qu'on prend pour faciliter l'accès à l'eau potable à nos concitoyens et augmenter ainsi le taux d'eau desserte. Donc Madame a dit tout à l'heure que c'était un droit, c'est comme l'éducation aussi, c'est un droit, mais du droit à le traduire en réalité, c'est les efforts que le gouvernement fait à travers la feuille de route, les objectifs fixés. Ah oui, allez-y. Donc, à travers la feuille de route gouvernementale 2025, on a fixé des objectifs, donc il va falloir mobiliser des moyens, réaliser des infrastructures, mais parallèlement, trouver des formules où on a dit qu'il fallait un accès équitable à l'eau potable, où tout le monde a accès à un prix abordable. Donc des débats sont en train d'être faits dans ce sens pour trouver le juste milieu entre avoir un service performant, financièrement viable, mais tout en permettant à nos concitoyens les plus vulnérables d'avoir accès à l'eau potable. Le coût de branchement reste un frein à l'accès à cette denrée, M. Etigago. Effectivement. Pour revenir sur cette question du coût de branchement, nous l'avons tous constaté, quand le coût de branchement a été ramené à 25 000 francs pendant la période de Covid, ça a aidé beaucoup de ménages. Et c'est dans ce cas justement que nous, au niveau de la société civile togolaise, à travers nos partenaires techniques et financiers, l'effort que nous faisons, c'est d'arriver à subventionner le branchement privé, surtout pour les populations vulnérables. Actuellement, depuis un moment, en collaboration avec le ministère de l'eau et avec l'appui de nos partenaires comme le syndicat des eaux d'Île-de-France et à travers Espèces Solidaires, nous subventionnons jusqu'à 50 000 francs les ménages qui veulent avoir le branchement. Pour que, là par exemple, les 25 000 francs que l'État avait déjà fixés puissent être respectés. Qui parle aussi d'accès véritable tel que l'ont dit les partenaires du ministère. Je dirais qu'aujourd'hui, le défi se situe au niveau des populations vulnérables qui n'ont pas les moyens pour avoir le branchement à la maison, mais qui doivent passer au niveau des bonnes fontaines. À ce niveau, l'État a posé les bases réglementaires pour que l'eau soit vendue au niveau des bonnes fontaines à 500 francs le mètre cube, soit 2 bidons à 25 francs tel que vous venez de l'évoquer. Mais vous allez voir que certains acteurs qui tiennent ces bonnes fontaines ne respectent pas forcément cette réglementation. Ce qui fait qu'eux, ils profitent plutôt de quelque chose qui doit être un droit social pour s'enrichir. Donc à ce niveau, nous, au-delà en plus du ministère, de la TDE, nous impliquons à ce niveau les collectivités locales pour qu'une réglementation, une régulation soit faite au niveau local pour permettre à ce que les plus pauvres ne paient pas plus cher l'eau. Qui parle aussi d'accès, c'est la régulation du secteur. La régulation pour qu'on soit quand même sûr que les prévisions, pour qu'on puisse aller vers le respect, la concrétisation des droits dans le secteur puisse être respectée. Merci. Alors, oui, Madame Kipoka. Oui, sur la question du coût, il y a aussi des activités autour de l'accès à l'eau qui créent qui influencent cette question du coût de l'eau à la bonne fontaine. Par exemple,
le fait d'avoir une bonne fontaine permet d'avoir de l'eau à 500 francs le mètre cube. Mais quand dans le quartier, nous avons 3, 4 forages privés qui se mettent en place où les gens vont aller chercher de l'eau, pas toujours potable, la bonne fontaine à un moment est fermée. Du coup, l'accès que l'État a voulu garantir à la population à ce coût-là n'est plus garanti, ou des fois, le fontainier est obligé en ce moment-là de se dire que bon, si au lieu de 500 francs, je le vends plutôt à 2000, 2500, je peux au moins me garantir une certaine économie me permettant de vivre pour pouvoir permettre à la bonne fontaine de fonctionner. Donc, voilà, c'est aussi des situations qui peuvent impacter cette question de coût à la bonne fontaine sur lesquelles, effectivement, avec les partenaires, nous sommes en train de travailler pour que ce tarif régulé soit au moins respecté au niveau des bonnes fontaines. Oui, mais est-ce qu'il y a une sensibilisation par rapport à la chose pour que tout le monde soit au même niveau d'information, monsieur le CG? Il y a un travail qui se fait, excusez-moi, un travail véritable qui se fait en collaboration avec nos partenaires pour arriver à sensibiliser les gens. Elle a dit quelque chose de très important par rapport au forage privé sur lequel je voulais revenir. Vous savez, en 2013, on a recensé, rien que sur la ville de Lomé, près de 13 000 forages privés. Malheureusement, les gens qui font ces forages privés, que ce soit dans les maisons ou bien ils font ces forages pour vendre, ces forages ne respectent pas les principes élémentaires de forage, si je peux me répéter. Donc c'est des forages qui se font, ils captent généralement les nappes de quaternaire, donc les nappes de à peine 40 mètres. Et ces eaux-là sont toujours en permanente circulation avec les eaux de surface. Donc il y a une contamination permanente qui se fait. Ce n'est pas de l'eau potable. Donc nous avons pu faire ce travail-là. Nous continuons avec les partenaires des ONG pour sensibiliser la masse, pour qu'elle sache que ce n'est pas véritablement de l'eau potable. Mais nous reconnaissons également, puisque la population évolue plus vite que l'extension des réseaux. Quand les gens s'installent dans des quartiers où l'extension de la TDO n'est pas encore arrivée, il va falloir quand même qu'ils puissent boire. Et c'est là justement que nous sommes en train de faire les efforts. Et l'État a vite compris. Aujourd'hui, à Lomé, particulièrement, nous sommes en train de développer un projet avec la Banque mondiale qui va nous permettre de desservir presque toute la ville, toute la grande ville de Lomé. Mais avant d'en arriver là, l'État est aujourd'hui en train d'élaborer le schéma directeur de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Lomé, la grande ville de Lomé. Et parallèlement, bon, si vous permettez, nous sommes également en train d'élaborer le schéma directeur, d'actualiser le plan directeur de l'assainissement de la ville de Lomé. Tout ceci réuni nous permettra d'avoir une visibilité totale de la ville de Lomé et savoir ce qu'il nous reste à faire. Alors, savoir ce qui reste à faire, mais pour le moment, on peut se contenter quand même de ce qui se fait en termes des infrastructures, les nouvelles infrastructures qui se mettent en place. À Lomé, on en compte beaucoup, même dans les milieux ruraux. Ça commence par pousser. Monsieur Koubonou, avant que le SIG ne revienne dessus, comment est-ce que ces localités-là, les localités bénéficiaires de ces projets, comment est-ce qu'elles sont choisies? Merci beaucoup. Là, la question est pertinente sur le choix des localités. En fait, puisque le besoin, il est là, il est partout. Il est partout. Donc, c'est une planification qui est élaborée. Il y a un plan d'investissement. Je parle pour le milieu urbain et semi-urbain. Donc, il y a un plan d'investissement de l'hydraulique urbaine qui est élaboré, qui se décline en projet. Si vous avez regardé tout à l'heure, tout ce que vous avez vu comme chantier, c'est des déclinaisons sur le terrain de cette planification-là. Et les choix ne se font pas, disons, par localité, mais en termes de desserte, on dit, bon voilà, le gouvernement dit 80% d'eau potable en milieu à Lomé, 75% en milieu urbain. On le décline par ville, le nombre de villes, la population qu'il y a là-bas en termes de projection. On fait une projection démographique pour aboutir à choisir certaines localités. Et c'est sur cette base maintenant qu'on décline des projets en termes de chantier pour donner l'accès à l'eau potable aux populations. Donc ce n'est pas un choix, disons, arbitraire, c'est un choix qui est basé sur des études, sur la planification existante dans le secteur
et au fur et à mesure, les chantiers sont ouverts pour pouvoir desservir les populations, pour atteindre les jalons 2025 et 2030 de 100% de taux de desserte aux populations. Donc je vous rassure, ce n'est pas un choix qui est fait olé olé comme on dit, c'est basé sur une planification. Le secteur a une planification. Le ministère récemment a élaboré la stratégie du secteur qu'il a même chiffré jusqu'à 600 milliards. Et donc tout ça est bien planifié et ce n'est pas un choix. Non, les besoins ne sont pas, par exemple, ce n'est pas la communauté à la base qui remonte le besoin au niveau du ministère qui décide de la faisabilité ou non de la chose. En principe, toutes les localités qui n'ont pas d'eau sont connues. Mais la planification se fait sur la base des besoins en eau de façon générale. Le SG l'a dit tout à l'heure, en milieu rural, on dit 20 litres par personne par jour. En milieu semi-urbain, 50 litres. Et en milieu urbain, la stratégie l'a fixée à 80. Donc on prend les 80, je vais basiquement. On voit la population générale. On dit il faut leur fournir de l'eau jusqu'à l'horizon tel. Quelle quantité cela fait? Et là, on le chiffre et on le traduit en projet. Voilà comment comment nous projetons la réalisation des investissements dans le secteur de l'eau potable. Voilà. Ce n'est pas la population qui se lève pour dire nous avons besoin de... C'est vrai, des populations expriment ses besoins, mais derrière, il y a un travail qui se fait pour pouvoir canaliser ces besoins et les traduire en réalité selon les moyens du moment. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je pense que le conseiller, le directeur, M. Koubonou l'a dit. Sur la cible ou bien les cibles de la feuille de route du gouvernement, notre ministère, avec le gouvernement, nous avons élaboré notre stratégie d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Alors, aujourd'hui, d'une façon générale, nous savons quelles sont les localités qui n'ont pas de l'eau et quels sont les ouvrages que nous devons faire. Pour être un peu plus précis, en milieu rural, nous devons réaliser d'ici 2025 2550 ouvrages. 261 forages équipés de pompes à motricité humaine, 1919 postes d'eau autonomes et 469 mini-adductions d'eau potable. Nous connaissons les zones où il y a zéro forage, zéro point d'eau. Donc la priorité est donnée à ces localités. Et maintenant, les localités qui en ont, mais que ça ne suffit pas, c'est eux qui viennent en seconde eau. Mais la politique nationale en matière d'approvisionnement en eau potable avait fixé un certain nombre d'approches. L'approche par la demande, par exemple. Mais ce n'est pas toutes les localités, ce n'est pas tous les villages qui savent que nous devons exprimer une demande. D'où quand nous avons des forages ou des projets à faire, nous avons un volet en amont qui s'appelle intermédiation sociale. Leur rôle, c'est d'aller vers la population, les sensibiliser, les mobiliser et les amener à exprimer. Pourquoi on leur demande souvent de faire la demande? C'est pour pouvoir s'approprier de l'ouvrage, pour le projet. Voilà. Mais au niveau du ministère, nous n'attendons pas que ces gens-là fassent leur demande parce que nous savons qu'ils en ont besoin. C'est pour ça que nous avons élaboré notre stratégie. Et c'est là où la société civile intervient également. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais que la société civile profite du chemin tracé par les acteurs institutionnels, le ministère. Et nous, pour approfondir, nous allons à la rencontre de la population. Dans cette approche de participation citoyenne et dans cette dynamique d'approche participative pour avoir leurs besoins concrets et qui nous sert de préparer des projets qui s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le ministère. Par exemple, le projet que nous conduisons actuellement dans les communes de Ziot 2 et AV2, nous avions dans le temps fait des études socio-économiques et techniques dans la région maritime et avec des critères qui portent par exemple sur l'intérêt des collectivités locales à porter le projet, l'intérêt de la population à consommer l'eau potable, même si c'est défini comme une priorité, un droit de la population,
Avec ces éléments, nous sommes donc arrivés à définir les 2 communes pour conduire cette expérience pilote de délégation de service public qui est en cours actuellement. Oui, nous allons y revenir. Pour le moment, on va poursuivre cette édition avec quelques aspects relevés par les partenaires, par ces spécialistes de la question sur le terrain. Ils ont évoqué quelques difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. On va les écouter et juste après on se retrouve. Depuis 2008, il y a déjà, à partir des saisons sèches, on sent que la quantité d'eau qu'on produit devenait insuffisante. Donc, il y a des moments, à partir de janvier, où les funérailles commencent dans la région, jusqu'à fin avril, il y a toujours, au début des pluies, il y a toujours des difficultés à desservir tout le monde. Donc, il y a de l'eau, mais de l'eau n'arrive pas à aller pour ceux qui sont un peu plus en hauteur, dans les zones un peu plus en hauteur. Donc, c'est les zones basses qui avaient tout le temps l'eau. Le problème de la géophysique, il faut revenir là-dessus. Dans la région, nous avons un taux de réussite d'environ 60 à 65%. C'est-à-dire, si vous voulez faire 100 forages, il faut envisager faire autour de 130 forages pour avoir la chance de trouver 100 forages positifs. Donc, ça n'a pas sans effet sur la rentabilité au niveau de nos projets. Et d'ailleurs, c'est ça, comme je l'ai dit, qui explique que la plupart de ces localités qui n'ont pas de point d'eau. On a d'ailleurs eu des échanges à ce sujet avec beaucoup de bureaux d'études et qui estiment qu'il faut encore améliorer la technologie en matière de recherche, ou il y a encore une solution que le ministère est en train d'envisager, c'est ça la vision du ministre aujourd'hui, c'est de pouvoir, à partir d'un point d'eau d'une localité, créer un petit réseau de distribution sur l'ensemble des localités environnantes qui ont des difficultés au niveau du sous-sol. Présentement, il y a les tuyaux qui sont pratiquement en surface. Quand il y a les travaux d'aménagement de la voie, forcément, il y a les casses. Il y a la sûreté aussi, la sûreté qui nous coûte extrêmement cher. On est facturé de façon industrielle. Il y a aussi les moyens de déplacement. Il y a les moyens de déplacement. S'il y a une casse, par exemple, à pratiquement 2 km, comment intervenir sur la vanne qui est à 2 km? Et voilà, quelques difficultés évoquées. Nous allons commencer par le dernier intervenant qui parle des difficultés liées à la gestion de l'eau. Donc, c'est un gestionnaire de l'OCEPA. La question, à vous voir, Madame Tipoka, aujourd'hui, est-ce que les OCEPA n'ont pas montré leurs limites? Et je crois justement, c'est pour ça que le concept de la délégation de services en eau est en cours actuellement. Vous avez fait une étude en la matière. Oui, effectivement, dans le cadre du projet PAGPC, que PADI et les partenaires des 2 communes, AV2 et sont en train de mener. Nous avons été commis pour faire une étude sur, d'abord, comme on l'avait dit dans le premier élément, le réseau en termes d'existants. Et comme vous le dites si bien, c'est peut-être là déjà la première limite que l'on a trouvée dans cette première étude, qui est de faire le point de l'existant. Et ce point de l'existant a été très compliqué à faire parce que au niveau de l'OCEPA, les priorités ne sont pas d'abord techniques. C'est-à-dire que pour l'OCEPA, est-ce que les gens ont l'eau? C'est la seule question qui se pose. Est-ce que les gens ont l'eau? Après, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils paient leur facture? Mais pour un exploitant, il y a d'abord, est-ce que les infrastructures dont je dispose peuvent répondre aux besoins? Est-ce que ces infrastructures sont maintenues de façon à répondre à ce besoin? Donc, autant de questions qui ne se sont pas posées aux OCEPA, qui ont fait qu'au fur et à mesure, certaines choses ont été laissées. Et donc, quand il s'agissait de faire le point de l'existant, ça a été compliqué à faire. On a fait des sondages et tout ça, on a pu sortir le plan du réseau et les éléments consistant ce réseau. Après, sur la question de la gestion, l'exploitant connaît ceux qui doivent le payer.
Mais quelle est la régularité de l'eau à leur niveau? C'est-à-dire que la quantité d'eau et la régularité du service. Quelle est l'évolution de la qualité de l'eau qu'ils prélèvent et de l'eau qu'ils distribuent? Ça, c'est des questions qui ne s'opposent pas à un président de l'ECPA. Et c'est tout ça fait la limite. Après, il y a l'évolution du bâti, c'est-à-dire que la ville s'étend ou la communauté s'étend. Comment est-ce qu'on planifie en amont pour pouvoir desservir ces personnes-là? Donc, voilà des différents points que nous avons remarqués dans l'étude diagnostique qui sont quand même des limites sur lesquelles la question de la délégation va venir répondre, effectivement. Et qu'est-ce qui va changer concrètement, M. Tchigakou, dans ce processus? Effectivement, la notion de délégation de service public qui est en train d'être pensée au niveau du ministère de l'eau avec l'appui des partenaires techniques et financiers, c'est justement pour répondre à ces difficultés. Je suis content que les OSEPA même soient revenus sur ces difficultés. Aujourd'hui, les OSEPA, tels qu'ils l'ont dit, ont des difficultés pour assurer la réhabilitation ou encore pour penser même à faire les travaux d'extension pour pouvoir répondre aux demandes qui sont de plus en plus fortes au niveau de la population. Et ce n'est pas de leur vouloir. Si on prend que leur statut juridique, les OSEPA sont des associations de loi 1901 qui n'ont pas forcément un caractère économique. Oui. Donc, passer de l'association à la délégation de service public pour le ministère, c'est d'introduire les opérateurs économiques qui, au même moment, auront cette vision d'assurer la desserte en eau au niveau de la population et d'assurer l'accès à l'eau potable au niveau des populations, vont aussi penser à investir et espérer un retour sur investissement comme un acteur économique. Donc rien qu'au niveau de la catégorie, de la typologie des acteurs qui doivent rentrer dans les jours à venir, on doit passer vers un changement d'acteurs. Rien n'est dit que les mêmes acteurs qui sont aujourd'hui des OSEPA ne peuvent pas devenir des opérateurs économiques. Mais la tendance est qu'on aille progressivement vers le changement de statut d'opérateur aujourd'hui. L'autre élément, c'est aussi d'aller vers la régulation. La régulation du secteur. Aujourd'hui, à part le milieu urbain où la régulation est très forte, aujourd'hui quand on prend ces acteurs qui sont dans les milieux semi-urbains portés essentiellement par les OSEPA, la régulation n'est pas encore ça. Et l'autre élément fort que nous sommes en train d'expérimenter à titre pilote, c'est la participation citoyenne dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, au même moment que les gens se plaignent qu'il n'y a pas de l'eau, ailleurs il y en a, mais il y a des fuites qui ne sont pas signalées. La population n'est pas responsabilisée au niveau de ça et puis la population ne contribue pas véritablement pour que cette ressource, cette denrée rare soit préservée pour les générations futures. Merci. Monsieur le SG, est-ce que ce concept de la délégation de services publics, surtout en matière de l'eau potable, cela va être la panacée? Non, pas une panacée, mais c'est une volonté politique, c'est un choix qui est fait. Il faut peut-être situer, expliquer les téléspectateurs le rôle central, M. Émile l'a dit, les OSEPA au départ n'étaient pas les structures qui devaient gérer en fait les ouvrages d'eau. Donc il y a tout simplement un décalage ou une incompréhension. C'est parce que le terrain a été vide qu'ils ont occupé. Le terrain. Leur rôle était de recruter un gestionnaire qui va exploiter comme il a dit et puis eux ils sont en retrait pour pouvoir coordonner. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir corriger. Et le Togo, le ministère, nous ne voulons pas rentrer les deux pieds dedans. C'est ce qui a fait que nous avons recruté un consultant qui est présentement en train de faire une étude. Et si vous avez suivi le jeudi surpassé, nous avons fait un atelier où il y a eu une présentation. En se basant sur les modèles des autres pays qui nous entourent. Et après, nous allons faire notre choix. Nous allons faire notre choix, mais en se basant, en allant petitement avec
des projets pilotes qui puissent permettre véritablement d'aller. Sinon, c'est un choix politique. Nous sommes en train d'avancer et nous devons arriver à la délégation du service public, comme les autres pays le font d'ailleurs. L'autre difficulté auquel il faut aussi rapidement apporter des solutions, c'est ces chantiers qui sont ouverts mais qui traînent encore et les populations ne comprennent pas pourquoi. À Tchévié, par exemple, on a vu un chantier qui, entre-temps, presque abandonné. Dieu merci que les travaux reprennent. Qu'est-ce qui explique la lenteur alors que la population a soif de l'eau potable surtout? Bon, nous ne pouvons pas justifier une lenteur. Vous voyez, tout ça, là, ça dépend du choix des entreprises. Et le projet, comprenez que c'est un saut vers l'inconnu. Au départ, nous pensons que nous avons le temps, mais nous ne connaissons pas le projet, les difficultés. Vers la fin, vous vous rendez compte que quand vous avez cerné tout le projet, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du temps. Nous avons été confrontés, ou bien les entreprises ont été confrontées ces derniers temps par le problème de Covid et le problème de la guerre où l'exportation des équipements était devenue extrêmement difficile. C'est ce qui, pour le cas de Tchévié, a expliqué un tout petit peu le retard sur les travaux. Sinon, tout a été mis en place pour que ce retard puisse être rattrapé. Seulement la semaine passée, il y a eu une réunion au niveau du ministère avec l'entreprise, le bureau d'études. Vous avez vu, j'ai vu le directeur technique de l'entreprise réagir tout à l'heure. Ils savent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais c'est que le temps n'est plus assez long. Sinon, le projet va finir avant, au plus grand tard, octobre comme ça. Alors, voici cette préoccupation d'un téléspectateur. Il dit je voudrais, avant de vous féliciter pour l'émission, j'estime qu'il est important de ne pas occulter certaines contraintes telles que la faible capacité opérationnelle de la TDE, un manque d'anticipation en termes de planification, de suivi, évaluation et d'audit de la performance. Il y a aussi l'absence d'une politique de gestion durable des aquifères avec risque d'épuisement et de pollution par endroit. Monsieur le responsable des études, cela vous concerne? Celui qui a posé la question, c'est sûrement un spécialiste du secteur par rapport à la terminologie utilisée. Bon, nul n'est parfait, c'est vrai qu'il y a on connaît certaines difficultés. Le SG vient de le dire, les retards dans l'exécution des projets. Mais je vous rassure que tout est mis en œuvre pour que cela se passe bien. Mais généralement, la perception qu'a la population des travaux est plus courte que la réalité. Surtout les travaux d'infrastructure d'eau potable prennent du temps. En étude, une étude, vous avez minimum 6 à 8 mois. Si tout se passe bien, l'étude simple, vous ajoutez le temps de passation, donc vous mettez peut-être 1 an pour finir l'étude. Et la passation, lancer les travaux. Or, si vous remarquez bien les travaux dans l'hydraulique, c'est généralement du génie civil. Et un béton prend forme au bout de combien? 3 semaines. Vous imaginez un château dont ça prend du temps. Dès que les gens voient qu'on a commencé par creuser, ils s'attendent que maximum dans 1 mois, ils auront de l'eau. Mais donc ils n'ont qu'à un peu patienter, ça prend du temps. Mais ce qui est fait en prenant du temps, à la fin, on a un produit de très bonne qualité. Quelque chose de beau. Voilà. Alors, on a évoqué sur ce plateau le problème de forage dans le privé. Et beaucoup disent que l'eau qui sort du forage n'est pas de qualité. Maintenant, le téléspectateur pose la question de savoir est-ce que le gouvernement, le ministère ne peut pas accompagner ces structures privées-là à pouvoir avoir ces nappes qui donnent de l'eau potable? Oui, merci beaucoup pour le téléspectateur qui a posé la question. Vous savez, le Code de l'eau a défini certains principes. Avant de faire le forage... Nous avons 5 minutes, on va y aller rapidement. La première des choses à faire, c'est de pouvoir faire la demande. Vous devez exprimer la demande au niveau du ministère de l'eau. Nous avons la direction des ressources en eau qui est là pour accompagner tous ceux-là qui voudraient faire leur forage. Mais le forage privé n'est pas véritablement autorisé. Si vous voulez faire votre forage privé, faites la demande parce que c'est extrêmement important qu'on puisse vous suivre. J'ai dit quelque chose en amont que les gens font les forages seulement à 40 mètres. Quand vous faites le forage à 40 mètres, vous n'êtes pas sûr d'avoir une eau de qualité. Là, ce n'est pas possible. Le gouvernement, notre obligation, c'est de nous assurer que l'eau qui sort du forage et qui rentre dans la bouche des populations doit rester une eau potable. Mais c'est une bonne question, on mettra ça dans la réflexion, pourquoi pas? Pourquoi ne pas accompagner ceux-là
qui n'ont pas le réseau de la T2E. J'insiste là-dessus, si le réseau de la T2E est passé, le minimum c'est de chercher à se brancher. Alors voilà quelqu'un qui pose la question par rapport au réseau de la T2E, dit l'accès universel à l'eau potable, vous dites que cela est de réalité, moi je ne vois vraiment pas parce que nous avons 2 châteaux à Zanguera sans que les tuyaux ne sont pas à nos portes pour que nous fassions les branchements. Bon, nous ne sommes pas encore à l'accès universel. Nous avons dit que nous sommes encore à 61% du taux d'accès à l'eau potable. Oui. Ça veut dire qu'il nous reste encore du chemin à faire. Et comme le directeur l'a dit, il faut quand même de la patience. Le trou était tellement long, était tellement profond. Les priorités ne sont pas seulement qu'au niveau du secteur de l'eau. Il y a des priorités au niveau de la santé, il y a des priorités au niveau de l'éducation. Donc le gouvernement essaie de faire petitement. Une dernière question pour vous, rapidement, ça doit être aussi important. Sans vous mentir, vous avez dit que le coût est ramené à 25 000 francs, mais j'ai fait la demande, ça fait déjà 1 an et demi. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de branchement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous n'êtes pas la T2E? Oui, je ne suis pas la T2E, mais je sais quand même un tout petit peu ce qui se passe. J'ai dit entre-temps que la T2E avait, par le passé, coutume de brancher 5 000 personnes par an. Et quand le chef de l'État a décidé pour aider les gens à avoir accès à l'eau potable, pour pouvoir, c'était vraiment la denrée nécessaire pour se laver les mains, il y a eu un véritable engouement. De 5 000 par an, nous sommes partis jusqu'à 55 000. Aujourd'hui, il y a des demandes qui sont là. Ouais. Donc la T2E a fait face à un véritable problème d'équipement. Donc les gens gardent leur mal en patience. Voilà. Chacun aura une réponse à sa demande. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors nous allons rapidement, oui, ça va être votre mot de la fin. Justement. Oui, je profite de cette occasion pour inviter tous ceux qui ont fait des forages privés à faire des analyses. Ce n'est pas parce que l'eau est claire qu'elle est potable. Nous parlons d'eau potable. Et il y a un laboratoire à la T2E, il y en a à l'université. Dès qu'ils font un forage, d'aller faire des analyses pour vérifier que cette eau est une eau de boisson. C'est pour ça que dans ce projet, on a maintenant construit un nouveau laboratoire très performant à la T2E. Donc sincèrement, il faudrait que les gens aillent vérifier la qualité des eaux. Ce n'est pas parce que votre forage a une eau claire qu'elle est forcément potable. Voilà, c'est le conseil que moi je voudrais donner. Madame Tipouaka, vous avez la parole pour votre mot de la fin. Moi, je voudrais inviter plus de personnes à s'intéresser au secteur. Au niveau des entreprises, nous en avons qui font les travaux, mais nous en avons aussi besoin pour faire de la maintenance, vraiment sur le réseau, mais sur l'aspect énergétique aussi. Nous avons besoin d'investisseurs, même au niveau local. Et le ministère est en train de se préparer pour mettre en place une DSP. Cela va demander de la mobilisation de ressources financières. Et il est important quand même qu'il y ait des gens au niveau local qui acceptent de s'investir pour devenir exploitants ou pour financer le secteur. Et aussi, je fais un clin d'œil aux différents acteurs du secteur numérique pour s'intéresser aussi à notre secteur. Oui, le ministère des Postes et de l'économie numérique a un projet dans ce sens. Vous allez avoir la parole pour y revenir, mais pour le moment, M. Atigakou, vous avez le moment de dire votre mot de la fin. Ok. D'abord, vous remercier et puis inviter la population à toujours jouer son rôle de participation citoyenne par ces remontées d'informations. J'étais content avec les questions qui arrivaient, pas forcément attendre une émission de ce genre pour faire remonter les informations. Mais l'autre point important pour moi, aller vers la gouvernance partagée du secteur en impliquant plusieurs acteurs. Et pour nous aujourd'hui, notre priorité, c'est de voir impliquer véritablement les collectivités locales dans ce secteur de l'eau, parce que la SPO serait l'un de la population locale, le ministère serait l'un, mais les mairies, les maires sont proches pour écouter les populations et remonter ces informations. Merci. Merci d'être passé. Merci pour la disponibilité, monsieur le secrétaire général. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion que vous nous avez donnée. Le temps est passé très vite, alors qu'on avait certainement encore beaucoup de choses à dire pour le bien des téléspectateurs. Donc, juste pour conclure, avant de conclure plutôt, j'allais revenir sur un aspect avec le ministère de l'économie numérique. Nous avons développé avec ce ministère un programme ou bien une application que nous appelons Sophie. Le suivi
suivi des ouvrages de forage et d'indicateurs d'eau potable. Alors cet outil nous permet, chaque matin que j'arrive au bureau, quand j'allume mon ordinateur, je sais combien de forages sont tombés en panne. Le taux de panne qui était de 30% jusqu'en 2015, jusqu'en 2020, aujourd'hui, quand nous avons élaboré avec le ministère de l'économie numérique, le taux de panne est à 12%. Il nous reste encore 2000 forages comme ça qui vont être couverts. Je voulais peut-être terminer en disant très rapidement que le gouvernement véritablement se soucie des problèmes d'eau au Togo. Le ministre, vous avez écouté dans son speech, il a cité 3 secteurs: l'eau, la santé et les pistes rurales. Pour dire que le chef de l'État a pris à cœur le problème de l'eau des Togolais, et il a dit toujours que l'eau que les gens boivent ici à Lomé doit être la même qualité partout, à Djarkbanga, que ce soit à Saint-Cassé, un peu partout. Et nous y travaillons là-dessus. Et vous l'avez compris, l'eau de Lomé doit être l'eau que l'on boit également à Djarkbanga, à Nangbani et dans bien d'autres localités à travers l'ensemble du territoire. Et c'est bien sur ça que nous allons nous séparer. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le dernier jeudi du mois prochain pour autre sujet. Sûrement, on reviendra encore sur d'autres aspects de ce secteur. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à toutes. Et bonne fête également. Au revoir.